Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro majuscule qui reçoit pour vous Patrick Balilo, qui est un grand lecteur et aussi auteur de plusieurs lettres qui sont sous presse. Il y a aussi une lettre ouverte adressée aux intellectuels africains, subsahariens de la zone dite francophone. Bonjour Patrick. Bonjour monsieur José. Alors je commence déjà, ton look, il s'écarte un peu de la norme intellectuelle, hein, entre guillemets, la conception que nous avons des intellectuels, c'est-à-dire des cheveux pratiquement un rastaman, c'est par conviction ou... Déjà le problème qui est là, comment je pourrais dire, le canon de jugement de cet intellectualisme a été mal conçu chez nous ici, parce que l'extérieur en réalité n'exprime pas directement ce que le gens s'efforce à comprendre par rapport à ce qu'ils voient. Il y a toujours eu une forme de langage dans tout ce que nous faisons comme expression, mais des fois on se trompe par rapport au jugement que nous en faisons. Vous rendez même le boucle d'oreille? Oui, ça fait partie de mes canons esthétiques. D'accord, puisqu'il faut rappeler que vous êtes peintre. Oui. Artiste peintre. Oui, plasticien par formation. Alors on va parler de votre publication, lettre ouverte adressée aux intellectuels africains subsahariens de la zone dite francophone. Oui. Vous êtes parti d'un constat malheureux, Oui. Et que vous constatez que l'intellectuel, il y a plus de porteurs de diplômes que d'intellectuels, c'est-à-dire de personnes habilitées à résoudre les problèmes de la société. Oui. En réalité, j'ai eu à constater une chose. L'intellectualisme, normalement, ça devait être le caractère de quelqu'un, l'état d'esprit de quelqu'un qui travaille trop souvent son esprit. Son esprit par rapport aux faits que nous constatons dans faits sociaux. Donc, il porte de réflexion, il porte des lumières. L'intellectuel, à un certain moment, c'est comparable à un philosophe de temps anciens. Ouais, donc, c'est des lumières. Montesquieu, Rousseau. Oui. Donc en réalité, l'intellectuel, c'est la lumière d'une société. Or, je me rends compte que notre société, ou nos sociétés subsahariennes de la zone dite francophone, en réalité, nous n'en possédons pas assez. Parce que ceux-là qui sont censés l'être n'arrivent pas à être dignes de son nom, dans leurs faits. Alors votre lettre ouverte plutôt table sur la réforme du système éducatif. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à ce système éducatif? Avant tout, je dirais que nous avons eu à adopter un système qui est déjà importé, parce que, chose que nous oublions, quel est le rôle de l'école? L'école est censée former le type de citoyen dont la société a besoin, pour la faire évoluer. Donc l'école, en d'autres termes, dans les termes artistiques, je pourrais dire que l'école est une forme de moule. Une moule sociétale auquel on duplique les types d'individus dont la société a besoin. Et dans ce moule, il y a normalement plusieurs couches qui devaient être formées. Raison pour laquelle on se rend compte dans l'école, nous avons les différents types d'orientation et consorts. Mais dans le fait, les types d'individus que nous produisons en cascade dans notre pays, donc à tous les niveaux, n'arrivent pas à apporter des solutions pragmatiques par rapport aux problèmes du Congo ou de l'Afrique subsaharienne francophone. J'ai particulièrement cadré mon sujet par rapport à l'Afrique subsaharienne francophone parce que on se rendra compte que dans cette Afrique, quasiment subdivisée en plusieurs zones, de différentes influences, soit à tendance plus ou moins différentes des unes des autres, différentes des unes des autres, en matière de mentalité, en matière de mode de pensée politique, sociale, économique, culturelle et consorts. Et j'ai eu à remarquer que dans la zone dite francophone, il y a une forme des habitudes, de ces habitudes qui a toujours tendance à se répéter régulièrement. Et lorsque vous avez votre temps de sillonner tous ces pays à caractère francophone, particulièrement subsaharienne, vous vous rendez compte que dans tous les domaines, c'est pas assez différent. Au moment où vous ferez le constat différemment dans la zone plus ou moins anglophone de cette même Afrique. Je suis frappé par l'exemple que vous donnez à travers votre lettre ouverte, notamment les investissements de la Chine, oui, qui tablaient jadis sur le minerai, oui, tout ça. Mais maintenant, ils ont changé un peu de fusil d'épaule. Oui. Ils veulent investir dans la consommation de ménage. Ils l'ont fait avec le Brésil. Oui. Et puis, le fait qu'il ait changé de Kazakh, ça perturbe le Brésil maintenant, qui se voit plongé dans la corruption. Oui. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'Angola que vous citez, qui a des problèmes sérieux. Il y a une chose que les gens devraient comprendre, la corruption du Brésil, en réalité, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui se fait presque dans tout le pays, parce qu'on a tendance à nous faire comprendre qu'on dirait que c'est une spécificité purement africaine. Or déjà, ce mot-là n'était pas inventé par les Africains.
Et si je rentre un petit peu dans l'ancien temps, je me rendrai compte que les Africains de l'ancien temps avaient certaines notions de valeur. Ce n'est pas les Africains que nous avons de nos jours. Ceux que nous avons ne sont pas assez authentiques. Ce sont le produit de ces systèmes qui est exogène, qui n'a jamais été à l'intérêt des systèmes exogène. Un système colonial, bien sûr. Un système colonial, donc exogène, qui vient d'ailleurs. Nous avons une propre méthode à nous avant eux, que nous utilisons pour réaliser le type d'individus dont nous avons eu besoin. Et eux, ils sont venus, ils ont eu à transposer leur méthode à eux, leur vision à eux, par rapport au type d'individus dont ils avaient besoin. Et par rapport à ça... Vous êtes contre Jules Ferry qui a dit que l'Occident avait une mission salvatrice, civilisatrice. Cette mission civilisatrice, la question qu'il fallait leur poser, et il y a eu déjà quelques Français qui ont eu à lui répondre en son temps à lui, qui lui disaient en réalité, c'est le même monsieur qui, à un certain moment, s'est dit être supérieur aux Noirs. Mais quand les Allemands, eux, là-bas en Europe, se disent être supérieurs aux Français, ils ne sont pas d'accord. Donc je pense que c'est une forme de pensée extrêmement déplacée. C'était des boucs émissaires simplement juste pour mater les pays sur lesquels ils voulaient dominer. Parce qu'il fallait justifier auprès de l'opinion publique. Et pour cela, il fallait créer des éléments pseudo-scientifiques juste pour tromper l'opinion publique européenne à l'idée de justifier leur domination ici en Afrique. Mais si je devais revenir par le cas du Brésil par rapport à la Chine, donc en réalité, cette transformation des politiques chinoises a eu un impact au niveau mondial. Parce qu'à un certain moment, la plupart des pays du monde, dits sous-développés, tablaient sur cet échange matières premières et infrastructures de base par le contrat avec les Chinois, gagnant-gagnant plus ou moins. Donc on sous-entend, nous leur léguons l'exploitation de matières premières et eux, ils construisent des infrastructures de base pour permettre à ce que le pays se mette au niveau de développement. Mais malheureusement pour le Brésil, la Chine a eu à faire ses investissements durant les périodes de Lula. Il se fait que le Brésil n'avait pas assez eu le temps de pouvoir diversifier leur économie. Aussitôt que la Chine a eu à changer sa politique économique parce qu'il s'est rendu compte que la croissance économique dont il a eu à faire preuve pendant plusieurs années à 2 chiffres, durant les années début 2000 ici, il s'était rendu compte que le peuple chinois, à un certain moment, au niveau de vie, il ne se retrouvait vraiment pas assez. Et pour cela, il fallait réadapter plus ou moins leur modèle économique. Donc ils ont eu à définir de nouvelles visions par rapport à leur développement des années futures. Et par conséquent, ils ont eu à retirer plusieurs investissements en termes d'investissements dans le domaine de matières premières. C'est ainsi que quand ils ont retiré, tous ces pays qui ne dépendaient que de ça, tels que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Zambie et consorts, ils se sont tous retrouvés par terre parce qu'ils n'avaient pas eu assez de temps, assez d'intelligence pour diversifier leur économie. Alors, je voudrais comprendre quelque chose. Ouais. Vous parlez du système éducatif, la réforme du système éducatif, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion économique? Mais c'est trop simple. Quand nous comprenons d'abord le rôle de l'école, l'école est censée Pourquoi est-ce qu'il faut investir en l'homme? Puisque ça, pourquoi il faut investir en l'homme? Parce que l'homme, c'est la vraie matière première. L'homme, c'est la base de tout. Parce que tout ce qui se fait, en réalité, se fait en fonction de cet homme-là. On ne fait pas l'économie pour l'économie. Dites-moi la qualité de votre économie et je vous dirai la qualité des types d'hommes que vous formez. Cet énoncé est trop clair. Les pays à forte capacité économique ou à forte dynamique économique, on se rend compte qu'ils ont une certaine façon de former les gens. Les gens ont une certaine façon d'éthique et consorts. Parce que finalement, quand on fait l'économie juste pour l'économie, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des chiffres qui ne servent pas à la population. Mais l'économie devait être adaptée par rapport à l'homme. Mais pour que ça soit adapté par rapport à cet homme, il faudra que cet homme soit préparé par rapport à ça. En réalité, l'économie, c'est la science des affaires plus ou moins, qui est la science de la vie elle-même. Parce que la vie est faite des échanges. Et c'est grâce aux échanges que nous avons des pays qui semblent être plus puissants par rapport aux autres. Tant qu'on ne va pas changer, tant qu'on ne saura pas investir en l'homme, donc c'est les systèmes qui vont perdurer. C'est comme si vous changez de chauffeur, mais le véhicule reste le même. Oui, nous avons vu par exemple avec les projets gouvernementaux qui ont été faits. Lorsque peut-être je pourrais féliciter plus ou moins Transco, parce qu'il s'efforce toujours à rester dans la lignée telle que ça a été. C'est l'un de mes sources, c'est pas la même chose. Non, je donne la parler, quand il y avait des blancs, tout ça, on était vraiment objectif, tout ça, on mettait à la place qu'il faut des hommes qu'il fallait. Et maintenant qu'ils sont partis, tout ça, c'est maintenant le tribalisme qui s'installe, quelqu'un de bande de prend celui-ci, tout ça, de n'importe quoi, et puis le rabais de salaire de ces chauffeurs. Mais j'ai épinglé ce point juste. C'est pas la même chose, il ne faut pas me citer l'exemple de
c'était juste pour épingler un élément clé, dans le sens où nous avons eu à combattre l'esprit de vie, l'esprit de mort, qui était le bus 207, à l'idée de remplacer avec un nouveau bus esprit de vie. On s'est rendu compte que ces gens se comportent de la même manière que ceux-là qui sont eu à critiquer avant. On a changé des véhicules, mais puisque l'homme est en problème avec lui-même, le problème persiste. Donc on pourrait donner des millions de dollars à quelqu'un en réalité qui n'a pas conscience de ça, soyez-en sûrs, quelques temps après, il n'en fera rien. La preuve en est ce pays, qui est un pays extrêmement riche. Nous avons tout pour être très riches, mais nous semblons tout faire pour être très pauvres. Si nous oublions une chose, l'Europe vit aux dépens de l'Afrique. L'Amérique vit aux dépens de l'Afrique. L'Asie, n'en parlons même pas. Les plus grandes exploitations chinoises... On va recommencer parce qu'ils ne nous laissent pas main libre pour travailler. Non, mais soyons sérieux. Comment on va... L'humanité a été faite de luttes perpétuelles.